Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches, que vous arrivez à vous en sortir malgré les circonstances actuelles. Donc aujourd'hui on va continuer par un cours de programmation fonctionnelle dans lequel on va détailler exactement 3 parties. On va commencer par voir le polymorphisme, donner la définition des exemples également. On va ensuite parler des stratégies d'évaluation. On va voir que c'est une problématique assez importante et intéressante qui influe sur l'efficacité et également sur ce que l'on peut calculer par un programme en mode fonctionnel. Et on terminera ce cours par un aperçu des opérations sur les listes que l'on peut considérer en revisitant les notions de map, de fold et d'autres fonctions également. Très bien, donc on va commencer par le polymorphisme. Donc le polymorphisme est un concept qui admet la définition suivante. On va tout d'abord dire qu'un objet, donc un objet ça peut être une valeur, ou vraiment au sens large ça peut également être une fonction par exemple. Donc un objet est de type polymorphe si son type n'est pas encore totalement fixé. Ça veut dire qu'il y a des incertitudes sur quelques constituants de son type. Donc on peut par exemple avoir effectivement une fonction polymorphe. Dans ce cas-là, une fonction est polymorphe si dans sa signature, vous pouvez voir apparaître une variable de type, donc les fameux alpha, bêta, etc., prime A, prime B, qui sont ainsi renommés par l'interpréteur. Donc ici, vous avez la fonction vraie de x qui renvoie toujours true, et vous voyez bien que comme le x n'apparaît pas dans le corps de la fonction, x peut finalement être un entier, un flottant, un arbre binaire, une liste, peu importe. Son type, ici, est une variable. Donc vous avez la fonction vraie qui est polymorphe. On peut également avoir un type qui est polymorphe. Vous voyez, on parle d'objet ici, donc un type c'est aussi un objet, ça fait partie de notre jeu d'ingrédients possibles pour écrire des programmes. Et là, vous avez le type ici qui est défini là, des listes d'éléments prime E. Donc vous écrivez explicitement un type à paramètres, donc on avait vu ce principe-là dans les cours précédents. Donc on a une liste d'éléments prime E et qui sont donc renommés par des primes A par l'interpréteur, et comme le type des éléments de la liste n'est pas fixé, on a affaire ici à un type polymorphe. Troisième instance d'objets polymorphes, ce sont les valeurs. Une valeur est polymorphe si elle appartient à un type paramétré, donc à un type polymorphe, un type qui a au moins une variable de type, et qui est dans un état qui fait que le système n'a pas réussi à spécialiser son type. À spécialiser sa variable, à lui attribuer un type précis pour la variable. Donc par exemple, effectivement, si je vais dans l'interpréteur et que j'écris la liste 3, le système sait que j'ai une liste d'entiers, à cause du fait que j'ai mis un 3 ici, donc je peux compléter ma liste avec un 2, etc. Donc il dit toujours int list, et ce que ça permet de faire, c'est justement de capturer des erreurs. Si je mets un caractère, il va me dire que effectivement les types ne correspondent pas. Donc il a réussi à deviner qu'on a une liste d'entiers qui est attendue parce qu'on a au moins un élément à l'intérieur. On a au moins un élément. La question se pose, si on met aucun élément ici, si on met aucun élément, la liste en fait est telle que ces éléments sont d'un type inconnu, parce qu'il n'y en a pas. Et de ce fait, vous avez ici une liste qui est polymorphe. Donc la liste vide est un objet polymorphe. Là, dans l'exemple ici, on a reconstruit nous-mêmes notre propre type liste. Eh bien, si vous évaluez vide, donc qui est finalement un objet qui joue le même rôle que la liste vide à gauche ici, ça va être une valeur polymorphe. Voilà, donc ça, vous avez le même phénomène pour les arbres binaires dans lesquels vous appelez la feuille. Si vous avez des valeurs qui sont attachées au nœud, donc quand vous appelez la feuille, vous avez un objet une valeur qui est également polymorphe. Ok, donc à retenir, un objet est polymorphe si il admet l'une de ces 3 formes-là. Donc vous avez à la fois des fonctions, des valeurs et des types qui
peuvent rentrer dans cette catégorie de polymorphisme. Alors vous avez différents moyens d'implanter le polymorphisme dans un langage. Vous avez tout un panorama de langage, et rappelez-vous, au premier cours, on avait expliqué différentes caractéristiques des langages de programmation qui se basent sur est-ce que ce sont des langages typés statiquement, dynamiquement, est-ce que la portée lexicale est dynamique, est-ce qu'elle est statique. Voilà, vous avez tout un tas de caractéristiques, en plus du paradigme lui-même, qui viennent teinter un petit peu, si vous voulez, les caractéristiques du langage et son utilisation. Et vous en avez une qui est assez subtile, parmi ces caractéristiques-là, qui consiste à expliquer comment est géré le polymorphisme. Donc vous avez différents degrés de polymorphisme en fait. Et en Camel, on a le degré, en quelque sorte, le plus simple possible. Ça ne veut pas dire que c'est le moins bon, ça veut juste dire que c'est le plus simple à comprendre et également à implanter quand on souhaite faire des compilateurs de Camel. Donc le polymorphisme du Camel, il est ce qu'on appelle paramétrique. Ça veut dire en fait que quand vous avez un paramètre de type, donc par exemple comme dans les listes, le fameux alpha qui apparaît, eh bien ça veut dire qu'on peut remplacer cet alpha, selon les besoins, par absolument n'importe quel type. Donc vous pouvez avoir effectivement des listes d'entiers, des listes de chaînes de caractères, mais vous pouvez aussi avoir par exemple des listes de fonctions. Ici j'ai la fonction identité que je mets à l'intérieur. Voilà, évidemment, là on commence à faire des choses un peu originales. Si je commence à écrire des choses comme ça, je mets 2 entrées ici, là il va me dire effectivement que les types ne sont plus respectés parce que là... Alors j'ai oublié de mettre les parenthèses, excusez-moi, c'est pour ça que ça accepte. Alors effectivement, ça accepte, c'est un petit mystère pour moi, pourquoi ça accepte ces listes-là, alors qu'on a affaire ici à manifestement des fonctions anonymes de type différent. Alors on va essayer de les définir séparément. Donc là j'ai f de x qui est ma première fonction, j'ai g de xy qui est ma deuxième, et je vais mettre dans ma liste les deux. Voilà, donc là effectivement il me dit bien qu'il y a une erreur parce qu'on a affaire à des fonctions différentes, mais je pense qu'en fait dans la première expression ici il a essayé d'évaluer cette fonction là comme un argument de la première, donc il y a un petit clash syntaxique qui apparaît. Donc toujours est-il, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Camel le polymorphisme est paramétrique, donc vous pouvez remplacer une variable de type par absolument n'importe quoi, sans vous poser de questions. Et la limitation à ça, eh bien, c'est que vous ne pouvez pas écrire des types dans lesquels apparaissent des paramètres qui sont voués à être remplacés par une collection particulière de types. Par exemple, on pourrait être amené à écrire, je sais pas moi, un type. Vous avez un paramètre, on va l'appeler élément, avec, je sais pas moi, un arbre ici, et vous voulez absolument, donc votre type s'appelle arbre, il est paramétré par un élément, et vous voulez absolument que élément, pour des raisons d'utilisation future, on va dire, soit un type numérique, comme int ou float. Voilà. Ce serait raisonnable hein, de chercher à écrire ça, d'essayer de définir un type dans lequel son paramètre est voué à se remplacer uniquement par un type numérique type int ou float. Pourquoi pas? Mais en Camel, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à un paramètre de type d'appartenir à un sous-ensemble explicite. Voilà, c'est pas possible, c'est une limitation du langage qui, en pratique, on fait avec, hein, de toute façon, c'est pas un problème, mais il faut savoir que dans certains autres langages, vous avez un polymorphisme à caractéristiques différentes qui n'est pas paramétrique, et dans lequel vous avez possibilité de remplacer un paramètre de type uniquement par des types d'une collection souhaitée. Voilà. Donc le polymorphisme paramétrique, c'est l'illustration de l'expression tout ou un, c'est-à-dire que quand vous avez un type qui possède un paramètre, soit vous pouvez le remplacer par tout, les types que vous souhaitez,
soit son paramètre est effectivement spécialisé au final à un seul type. Donc vous avez le type primalist, prime A peut devenir n'importe quoi, et vous avez le type intlist, charlist, où vous avez effectivement un type qui a été remplacé. Voilà, donc il n'y a pas de notion de sous-typage en Camel. C'est une notion qui est intéressante. Le sous-typage, ça vous dit que vous avez une arborescence de hiérarchie de type. Par exemple, vous pouvez imaginer que vous avez un type nombre qui possède comme sous-type le type réel, le type complexe également, des nombres complexes, qui possède le type nombre comme sous-type le type rationnel, et qui possède lui-même comme sous-type le type entier, par exemple. Donc si vous voulez, vous pouvez imaginer toute une hiérarchie de types. En Camel, ça, c'est pas possible à implanter, en tout cas de manière native. Voilà, on pourra très bien s'en sortir, parce que le Camel est un langage Turing complet, donc on pourrait toujours réécrire à la limite en Camel un nouveau langage avec un polymorphisme différent, mais de base, ça ne marche pas comme ça. Donc l'avantage du polymorphisme paramétrique, c'est que l'algorithme d'inférence de type devient en quelque sorte plus simple. Pour déterminer le type d'un paramètre X d'une fonction, eh bien simplement, le système fait exactement comme on avait fait à la main au tableau, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines. Vous allez chercher les occurrences de X qui apparaissent dans le corps de la fonction. Donc mettons que j'ai cette fonction-là en bas à gauche, let f de xy, j'ai deux paramètres, et ce que je fais pour x, alors voilà, je teste y par exemple, et x, je lui concatène abc par exemple. Voilà, imaginons cette fonction toute simple. Le système de type, il va simplement, pour deviner le type de x et de y, il va regarder les occurrences de y qui apparaissent à l'intérieur. Il voit que y est mis dans un if, donc c'est forcément un booléen. X est utilisé comme élément de concaténation qui intervient dans la concaténation de chaîne de caractères, donc c'est forcément une chaîne de caractères. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si vous rajoutez un paramètre à la fonction, mettons z, et z, il apparaît pas du tout à l'intérieur ici, donc le système, il est incapable de typer z, donc là, il a typé x, il a typé y, et z, ça devient une variable de type, parce que z, a priori, son type n'est pas fixé, donc ça peut devenir tout et n'importe quoi. Rappelez-vous du polymorphisme paramétrique ici, tout le temps. Voilà, donc z est totalement libre. Donc si cette étape échoue, voilà, c'est ce qu'on a expliqué, alors x est de type le plus général. Alors évidemment, quand vous écrivez des choses qui sont interdites, donc là, si par exemple j'écris x plus 1, ça veut dire qu'on a des conflits, ça effectivement, ça ne passe pas à la compilation, c'est tout à fait normal. D'accord, donc évidemment, le système d'inférence des types, il vérifie au passage que le typage est respecté, et s'il trouve un conflit, ça veut dire qu'il y a une erreur, tout simplement. Donc ça, c'est parfaitement intuitif. Voilà pour le polymorphisme paramétrique. On va à présent regarder quelques fonctions qui sont polymorphes et que vous connaissez déjà. Alors vous avez tout d'abord la fonction de test d'égalité qui effectivement est polymorphe. Ça prend deux objets de type quelconque, mais qui sont absolument du même type. Et ça teste s'ils sont égaux, donc je peux par exemple écrire 3 égale à 5, donc ça me fait un test, ça vaut false, 3 égale à 3, et je peux également comparer des caractères, je peux comparer des chaînes de caractères, donc là on a bien l'égalité, c'est pas l'égalité physique qui est testée, là je fais U égale ABC, and V égale ABC, in U égale à V, ça me renvoie bien true. Alors que si je fais cette égalité-là, qui est l'égalité physique, là j'ai un false, parce que ces deux chaînes, a priori, ne sont pas au même endroit de mémoire. Donc attention, ne jamais utiliser égal égal. Ceci n'est pas du tout un opérateur fonctionnel. Donc ça, je vais vous l'écrire ici. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Ne pas utiliser égal égal qui teste l'égalité physique et non pas sémantique. Voilà, parce que l'égalité physique fait intervenir la notion d'adresse, notion qui en programmation fonctionnelle ne fait pas sens.
Ah, donc surtout ne mettez jamais de égal égal dans vos programmes, sauf cas exceptionnel et maîtrisé. Donc très bien, et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement vous ne pouvez pas comparer un entier et effectivement un flottant. Donc là vous avez une erreur de type. Alors en fait on peut se poser la question, et ça je vous avais commencé à vous en parler en cours. Vous savez tous que vous avez l'opérateur plus pour additionner les entiers, et vous avez aussi l'opérateur plus point pour additionner les flottants. Et ce qui est déroutant, c'est que vous avez un opérateur égal qui marche pour la comparaison de n'importe quel type, mais vous avez que l'addition, elle, eh bien, a un opérateur différencié suivant le type des objets qu'elle regarde. Mais là, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que plus, ça pourrait pas être un opérateur polymorphe, où on a du alpha, flèche alpha. Eh bien, la réponse, en fait, si vous la voulez, à ce stade-là, mettez en pause la vidéo si vous voulez réfléchir un petit peu, je pense que ça peut être intéressant. Donc je compte sur vous pour réfléchir un petit peu. Et on reprend donc la raison pour laquelle on a plusieurs opérateurs d'addition tient au fait qu'effectivement l'addition est définie que sur des types numériques. Vous n'allez pas additionner a priori des tables de hachage par exemple. Voilà, enfin, pourrait donner un sens à ça, mais ce serait totalement arbitraire. La raison vient du polymorphisme paramétrique, qui est que l'addition, si on voulait la définir de manière polymorphe, on devrait faire en sorte que les deux types de ces entrées soient des types numériques. Bah ça, c'est pas possible en Camel. Comme ça n'est pas possible. On a besoin de faire une addition, un opérateur d'addition pour chaque type qui la supporte. Chose qui n'est pas vraie pour l'égalité, parce que l'égalité marche pour tous les types. Voilà, ça marche pour tous les types, donc vous pouvez comparer tout et n'importe quoi, parce que au final, ça revient à comparer des suites de bits, chose qui est toujours faisable. Alors que l'addition, elle, non, c'est pas, vous pouvez pas toujours additionner des objets, ça dépend de la sémantique que vous avez mis dessus. Ok, ceci étant dit, petite limitation de l'opérateur égal. On va définir deux fonctions. Je vous ai dit qu'on peut comparer tout et n'importe quoi. En fait, c'est pas exactement vrai. Si vous voulez un contenu absolument complet, donc là, je vais prendre une fonction f1 qui prend deux entrées, qui renvoie la somme de ces valeurs, et f2, c'est juste pour faire un exemple simple, hein. Ça renvoie x plus y moins 1. Voilà. Vous avez ces deux fonctions-là, f1 et f2. Et on veut regarder si f1 et f2 sont égales. Ah oui, alors là, j'ai la première fonction qui ne passe pas, donc évidemment, on avait fait l'erreur volontairement, on la met en commentaire. Et on revient à nos deux fonctions. Voilà, donc j'ai f1 et f2, et je veux savoir si f1 égale à f2. Question légitime, on a deux fonctions, est-ce qu'elles sont égales? Bah en fait, vous avez ici une exception, l'égalité ne peut pas comparer deux fonctions. Ça n'est pas possible. Voilà, et vous avez une exception, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'erreur de typage, c'est une erreur dynamique. Lors de l'exécution, ça lève une exception invalid argument, et avec le message d'erreur que la comparaison des fonctions ne peut pas se faire. En fait, ça c'est légitime parce que si vous pouvez tester si deux fonctions sont égales, donc deux fonctions sont égales si pour tout jeu d'entrée donné pour l'une, vous avez la même sortie de part et d'autre, en fait, bah ça c'est un problème qui est indécidable, hein, donc voilà, vous pouvez pas, ça ne pourrait pas s'implanter. On pourrait très bien comparer deux fonctions à la limite en comparant leur code, mais vous pourriez avoir par exemple que ces deux fonctions-là sont les mêmes, mais elles ont un code différent, vous voyez. Donc voilà, par des tours de passe-passe, vous pouvez avoir des fonctions avec des codes différents, mais la même sémantique sous-jacente. Donc ça, c'est dur à détecter, c'est un problème en général qui est indécidable. Donc retenez que l'opérateur égal vous permet de comparer tout et n'importe quoi, mais uniquement quand c'est n'importe quoi, ce ne sont pas des fonctions. On a également le test de différence, donc lui, ça marche de la même façon. Vous avez la comparaison ordonnée cette fois-ci, donc ça vous calcule une relation d'ordre
sur vos objets en renvoyant -1 si le premier élément est strictement plus petit que le deuxième, 1 si c'est l'inverse, et 0 s'ils sont égaux. Donc ça marche comme les fonctions de comparaison du C. Voilà, donc vous avez compare qui est une fonction qui marche de manière générique. Voilà, donc là vous allez avoir -1, parce que -1 est strictement inférieur. Si j'inverse les deux, à l'oral j'ai peut-être dit l'inverse, mais vous avez, je pense, corrigé. Voilà, puis quand vous avez l'égalité, vous avez 0. Vous pouvez aussi comparer lexicographiquement des chaînes de caractères. Voilà, comme ceci, donc tout marche bien. Voilà, donc vous pouvez mettre des comparaisons que vous souhaitez. Ça marche comme attendu lexicographiquement. Donc encore une fois, la comparaison est générique parce qu'il suffit au camel de regarder les valeurs, de regarder leur suite de bits et de les comparer lexicographiquement. Donc vous pouvez comparer de cette façon-là 2 arbres binaires par exemple, vous pouvez comparer des listes. Voilà, essayez de regarder un peu la comparaison qui est faite. Vous allez voir, c'est une comparaison lexicographique également qui est considérée. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique pour faire des tris génériques. Et on a 2 fonctions que vous connaissez bien, FST et SND, qui renvoient sur un couple donné, le premier élément, le deuxième. Donc là vous remarquez que vous avez alpha en sortie, parce que vous renvoyez le premier élément, et là vous avez bêta, à cause du deuxième type ici. Et alpha et bêta peuvent être différents, bien sûr. Très bien, donc on arrive maintenant à un exemple à propos de l'exponentiation rapide. Donc c'est un exemple de fonction qui est polymorphe. Et comme toute fonction polymorphe, vous avez accès à de la généricité parce que ça vous permettra avec le même code de faire des calculs sur des objets d'un type totalement différent. Et donc d'avoir du code qui soit factorisé, qui soit plus facile à maintenir. Donc je vous rappelle que l'exponentiation rapide, vous avez plusieurs façons de l'exprimer, mais l'une des façons les plus claires est la suivante. X puissance n c'est égal à 1 quand n est nul. Sinon quand n est pair. Donc quand n est pair, vous pouvez l'écrire de la forme 2 fois k. X puissance n c'est x puissance k fois x puissance k. Et quand n est impair, eh bien, vous prenez k qui est la partie entière de n divisé par 2. Et x puissance n, c'est donc x fois x puissance k fois x puissance k. Donc ça, c'est une remarque toute simple, c'est juste de la réécriture assez évidente, mais ça amène à l'algorithme que vous connaissez bien. Encore faut-il l'écrire correctement, sinon on n'a pas de gain. Ici, vous avez donc le cas de base ici, n égale à 0. Et vous rangez dans TMP x puissance k en fait, c'est la puissance x, donc l'appel récursif, avec l'exposant n divisé par 2. Par défaut, ça vous fait donc la partie entière inférieure, comme demandé. Et ça marche quand n est pair ou impair, évidemment. Donc maintenant, on fait le test de parité pour savoir si on doit multiplier par x TMP fois TMP ou pas. Donc effectivement, si n est pair, vous renvoyez TMP fois TMP, c'est le premier cas ici. Et si n est impair, vous renvoyez TMP fois TMP fois x, exactement comme écrit ici. Donc attention, petit piège, la liaison locale est importante. Si vous écrivez l'appel récursif double ici, vous allez avoir une explosion des appels récursifs et donc avoir finalement aucun gain dans ce que vous écrivez. Donc important de le lier ici parce que là vous avez un seul appel récursif à chaque appel. Donc ça fait que vous allez avoir un nombre d'appels récursifs qui va être en ordre de grandeur logarithmique par rapport à n. Alors que si vous en mettez 2, vous allez perdre ce comportement-là. Donc voilà, en fait, cet algorithme-là, on peut finalement l'abstraire et on peut le considérer pour d'autres objets que les entiers. En fait, vous pouvez imaginer que vous avez un type qui supporte une certaine opération de multiplication. Donc l'étoile, on pourrait considérer à la place la concaténation de chaînes de caractères, par exemple. Et vous avez un élément neutre en fait ici qui est renvoyé pour l'exposant 0. Donc ok, en fait l'idée c'est qu'on peut abstraire cette exponentiation rapide en informant sur ces 2 données là. Donc on va donner une opération croix qui est associative et on va donner un élément particulier, l'unité, pour l'opération x, un élément neutre si vous voulez, tout simplement, qui est renvoyé, qui est égal à x puissance 0. Donc en d'autres termes, on doit avoir un type qui admet une structure de monoïde. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va donner à notre fonction puissance polymorphe
tout d'abord un premier argument qui est une opération binaire. Vous voyez, vous avez les deux entrées ici et la sortie qui est du même type que les entrées. Donc imaginez que ça c'est une multiplication comme on a vu tout à l'heure. Hein. L'étoile admet ce prototype-là hein, à condition de remplacer les primes E par des int. Ici, vous avez comme élément en fait alors que je les prenne dans le bon ordre. Ici, vous avez l'unité, donc ce qui est renvoyé par le cas terminal. Le troisième paramètre, c'est l'élément x que vous souhaitez élever à la puissance. Donc c'est aussi un élément du même type. En fait, là, vous êtes dans le même ensemble pour l'opération binaire, pour le neutre et pour l'élément x que vous souhaitez élever à la puissance n, qui est codé par cet argument-là, qui est toujours un entier, lui, pour le coup. Hein, même si vous faites l'abstraction, votre n, c'est toujours un entier. C'est le nombre de fois que vous allez répéter votre opération. Donc là, il n'y a pas de mystère, ça reste un int. Et le résultat, bien sûr, c'est un prime E ici. Voilà, donc vous avez cette abstraction qui peut être faite, et vous pouvez donc réécrire l'algorithme précédent de cette façon-là. Donc là, on a hop, notre opération binaire, on a l'unité qui est notre objet de type prime E, x, prime E et n, notre entier. Donc effectivement, si n est égal à 0, vous renvoyez votre unité. Sinon, on est dans le cas où la récursion va apparaître, donc on place dans TMP la puissance poly avec les mêmes entrées ici, le même jeu hop, unité et x, n divisé par 2. Et là, on fait le test. Donc si n est pair, bah vous renvoyez TMP fois TMP, mais là, le fois ici, c'est relativement à l'opération hop, donc c'est hop de TMP, TMP. Et sinon, bah, ce qu'il faut, c'est multiplier TMP avec x. Bah, donc ce qu'on fait, c'est qu'on écrit hop TMP, TMP, et encore hop du résultat qu'on a obtenu ici avec x. Donc si vous voulez, c'est vraiment une abstraction hein, de cette phrase-là, sauf que là, le étoile est écrit de manière infixe, alors que le hop, comme c'est une fonction, est écrit de manière préfixe. C'est juste une différence syntaxique, mais c'est exactement la même opération. Donc si l'on souhaite calculer ici la puissance relativement à l'opération d'addition, donc l'opération d'addition c'est ce qui est codé là en fait, on aurait pu écrire parenthèse plus, fermer parenthèse, son élément neutre c'est 0, le système ne peut pas le deviner a priori donc il faut lui donner, et on souhaite élever 1 à la puissance 6. Donc ici ça peut paraître bête parce que 1 à la puissance 6 on sait que ça fait 1 mais on n'est pas dans le monde de la multiplication. On est dans le monde de l'addition. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 6 fois. Voilà, et bien ça fait 6. Pas de mystère. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la puissance polymorphe relativement à l'opération de multiplication. C'est ce qu'on a réécrit ici avec la fonction anonyme. Le 1 qu'on renseigne au système, c'est bien le neutre de la multiplication. Amusez-vous à mettre d'autres valeurs, hein. Vous allez voir d'autres résultats qui vont apparaître, qui ne vont pas être exactement ceux que vous souhaitez, mais ça peut être instructif de mettre un 2 ici à la place de temps en temps pour voir un peu ce qui se passe. Et on élève 2 à la puissance 10. Là, il n'y a pas de mystère, hein. Vous obtenez bien la réelle puissance. Là, ce que vous obtenez, c'est ça en fait. Hein. Voilà, donc là, je l'ai mis 5 fois. Et là, ça me fait 10 fois. Ça vous fait bien 1024, comme on est habitué. Donc ça, on va dire, c'est des exemples un peu bêtes, parce que, ok, on a encore des entiers comme élément de type prime E, on gagne rien. Ben, en fait, on peut également faire des opérations de puissance sur les chaînes de caractères du camel. Hein. Pas celles fonctionnelles qu'on a vues la dernière fois, les chaînes de caractères toutes simples. Donc là, si vous voulez, votre opération, ça va être la concaténation de deux chaînes. Vous voyez ici, c'est ce qu'on a exactement codé. On aurait encore pu mettre parenthèse, on aurait pu écrire ça aussi. Hein. Voilà, on a décidé de mettre la fonction anonyme. Ça, c'est la chaîne vide, c'est bien notre élément neutre par rapport à la concaténation. Et on décide d'élever la chaîne ABB à la puissance 4. Donc ABB à la puissance 4. C'est ABB. Alors là, je vais mettre un point parce que j'ai déjà utilisé le chapeau ici dans la notation. Donc ABB, point ABB. Le point est de toute façon l'opérateur standard de concaténation.
Voilà, vous obtenez donc ce que vous pouvez imaginer ici. Voilà. Qui vous concatène 4 fois ABB avec effectivement lui-même. Donc ça commence à être assez intéressant parce que vous avez ici une exponentiation qui peut être utile en pratique et qui demande aucune réécriture. Voilà, elle marche sur des chaînes de caractères, mais vous n'avez rien à faire pour l'utiliser. Dernier exemple qui peut être assez amusant. Ici, on décide de faire la puissance relativement à l'opération logique OU. Donc l'opération que vous connaissez, hein, le OU logique. Hein. Le OU admet comme élément neutre le faux. Ça, vous vérifierez dans la table de vérité, ça c'est très facile à voir. Et on décide de monter faux à la puissance ce grand nombre-là. Là, ça vous renvoie faux. Alors, le système peut faire le calcul rapidement parce qu'on est ici en complexité logarithmique. Et en plus de cela, alors là, ça n'intervient pas, mais ça pourrait intervenir. Vous avez des évaluations qui sont paresseuses. Là, comme on a affaire à un OU et qu'on n'a que des falses, l'évaluation ne peut pas être paresseuse. Il doit absolument continuer jusqu'à la fin parce que s'il trouve un trou quelque part, ça pourra changer l'évaluation de toute l'expression. En tout cas, là, le calcul peut quand même se faire grâce à la complexité redoutable de l'exponentiation dite rapide. Alors ici, petite remarque juste là, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous avez une fonction avec beaucoup d'entrées. Et en fait, vous avez un objet qui est caché derrière. Hein. C'est l'objet de monoïde qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc ici, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un type, juste histoire de vérifier hein, qu'on a bien pas oublié les types enregistrements qu'on peut ici rendre totalement polymorphes. Donc ici, on va créer un type enregistrement pour les monoïdes. Donc là, vous mettez un prime A pour le type des éléments du monoïde. Vous voyez, donc là, vous avez ici prime A monoïde. Là, vous avez hop, qui est l'opération binaire, qui travaille donc sur des primes A. C'est parfaitement raisonnable et l'unité est un élément de type prime A. Voilà, là c'est un petit peu plus compact, ça montre un peu plus d'expérience quand on écrit des choses comme ça. Donc là vous faites mention du monoïde ici, vous renvoyez monoïde.unité dans le premier cas et vous faites appel à l'opération du monoïde dans les autres cas. Là j'ai mis des parenthèses globales mais elles ne sont pas obligatoires. Encore une fois, c'est pour s'habituer à parenthéser les choses de la bonne façon en camel. Voilà, j'espère que cet exemple est à peu près clair. Et on va continuer avec les listes génériques. On va faire un petit exemple sur l'appartenance d'un élément à une liste. Donc vraiment très simple. Exemple qu'on va détailler assez rapidement. Donc ici, vous voulez écrire une fonction qui prend une liste polymorphe, un élément, du même type que ceux de la liste, et ça vous teste si cet élément effectivement apparaît dans la liste. D'où le booléen ici. Donc on peut écrire des choses comme ça. Donc là vous avez let rec parce qu'on va faire un parcours de la liste. Donc on a la liste, l'élément visé ici. Donc si la liste est vide, alors là on travaille avec nos propres listes, hein, on ne prend pas des listes du camel. C'est toujours utile de les redéfinir ainsi quand on apprend parce qu'on voit vraiment bien comment ça marche. Donc là quand la liste est vide on renvoie faux. Parce que X peut évidemment pas être dans la liste vide. Si vous avez une cellule en tête qui contient l'élément Y avec un reste pour l'instant qui ne vous préoccupe pas parce que vous demandez est-ce que X égale à Y, et si la réponse est oui, la garde elle est vérifiée positivement et donc vous renvoyez vrai directement. Et si vous en êtes à considérer le dernier cas, ça veut dire que l'élément porté par la cellule n'est pas égal à X. Et bien dans ce cas-là, il faut relancer la recherche récursivement sur le reste. Donc vous faites un appel appartient liste reste de X. Voilà, et ça évidemment, ça se base sur le fait que l'égalité est polymorphe. Vous voyez qu'ici, on a le test d'égalité dans le one ici, qui marche pour n'importe quel type d'élément. Donc il n'y a pas à fournir à cette fonction-là une fonction de test d'égalité. Vous voyez, dans l'exemple précédent, on a dû fournir à notre exponentiation
une opération, une fonction pour faire l'opération. Ça, c'est tout à fait normal parce que celle-ci peut changer suivant nos besoins, comme illustré ici. Là, l'égalité, on n'a pas besoin de la fournir parce que quels que soient les objets sur lesquels elle est définie, l'opérateur d'égalité standard du camel est invocable parce qu'il marche comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc il n'y a pas à donner comme par exemple ça pourrait être le cas en C, dans des langages comme ça, une fonction de comparaison pour vérifier si on arrive à faire la recherche d'un élément, savoir comment le comparer aux autres. Un autre exemple ici, alors là, plus intéressant, le calcul du maximum d'une liste. Alors effectivement, tous les exemples qui sont vus ici peuvent être faits avec des maps, avec des folds, avec des fonctions qui existent dans la librairie list du camel. Ça c'est vrai, et d'ailleurs il faudra écrire ces fonctions de manipulation liste de cette façon-là. Mais là on est en train de regarder une facette différente du langage, à savoir le polymorphisme, et donc c'est pour cette raison-là, pour des raisons pédagogiques, qu'on n'utilise pas du tout ces fonctions d'ordre supérieur de la librairie du camel. Donc on réécrit les choses nous-mêmes pour nous simplement pour voir les différentes notions petit à petit. Alors ici on revient à notre exemple, les listes génériques. On veut calculer le maximum dans notre liste générique. Alors maintenant on est habitué. Vous avez une liste polymorphe qu'on va donner ici en deuxième entrée. Et là l'idée c'est que vous avez besoin de savoir, étant donné deux éléments, lequel est le plus grand. Mais le plus grand relativement à une opération que vous définissez vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un univers où vous avez des listes d'entiers et vous les comparez de manière classique. 3 est plus petit que 8. Mais vous pouvez très bien considérer un univers dans lequel 3 est plus grand que 8. C'est-à-dire que là, en fait, vous n'allez pas chercher le maximum, mais vous allez chercher le minimum dans la liste. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez plusieurs façons de comparer des éléments, suivant ce que vous souhaitez faire. Pareil pour les chaînes de caractères, vous pouvez les comparer lexicographiquement, mais vous pouvez aussi regarder l'ordre qu'on appelle l'ordre militaire, c'est-à-dire que vous regardez d'abord les longueurs des listes, et après vous les comparez lettre à lettre. Donc une liste plus courte qu'une autre sera toujours plus petite qu'une autre, pour l'ordre militaire, alors que pour l'ordre lexicographique, c'est pas vrai. La chaîne qui contient que des A comme ça, elle va bien être inférieure à la chaîne Z comme ceci. Alors que pour l'ordre militaire, celle-ci serait plus grande, donc vous auriez un false ici. Donc toujours est-il que c'est important de pouvoir paramétrer, de pouvoir renseigner notre façon de calculer le maximum de deux éléments. Et donc c'est pour cette raison qu'on a ce paramètre-là qui prend deux entrées et qui vous renvoie le maximum entre les deux. Fonction, encore une fois, qu'on définira nous-mêmes, avant d'appeler la fonction maximum list. Donc le deuxième paramètre, c'est la liste générique, et le retour, c'est l'élément maximal de la liste. Alors là, il y a une petite subtilité que je vais vous expliquer. Donc, on a ici une fonction imbriquée. Alors justement, ça va apparaître parce que quand vous avez, si vous regardez la fonction globale, vous avez un match ici, match de LST, donc c'est le LST de l'appel. Quand vous avez la liste vide, en fait on va provoquer une erreur parce que vous savez tous qu'une liste vide n'a pas de maximum. Donc comme une liste vide n'a pas de maximum, on fait un fail with qui vous lève une exception avec un message d'erreur pour quitter les choses avec un certain message. Voilà, donc ça quitte l'exécution. Et si la liste n'est pas vide, dans ce cas-là, effectivement, on peut calculer son maximum. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on appelle la fonction aux avec la queue de la liste, donc reste, et avec x qui est son premier élément, qui est en fait, et c'est comme ça qu'il faut le voir, l'élément maximal pour l'instant rencontré, donc c'est-à-dire le maximum parmi le préfixe de la liste qu'on a déjà vu. Et effectivement, c'est comme ça qu'on écrit la fonction auxiliaire. Là, vous avez la liste qui reste à parcourir et vous avez le max, l'élément maximal rencontré pour l'instant, qu'on appelle max préfixe. Donc maintenant, si votre liste LST est vide, ça veut dire que votre max préfixe est bien le plus grand élément. Il n'y a plus aucun moyen de le remettre en cause, si vous voulez. Donc on renverrait max préfixe à ce stade-là. Sinon, vous avez votre liste qui n'est pas vide, donc il y a un élément x et il y a un reste. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler la fonction aux avec le reste,
Et comme nouveau max préfixe, on va appeler la fonction mmax. Donc on décide de l'appeler mmax parce que max est déjà une fonction existante en fait, hein, qui est polymorphe. Donc mmax c'est notre propre fonction de max qui va calculer le maximum entre le maximum précédent et le x, qui va peut-être remettre en cause le maximum. Vous voyez à quel point c'est élégant? Avec cette fonction qui va coder le maximum, bah vous avez ici une fonction récursive terminale même qui fait le travail de manière absolument générique pour extraire le maximum dans une liste. Alors encore une fois, on verra plus tard qu'on peut simplement faire un fold left adéquat pour faire ce même calcul. Mais bon, pour l'instant, là on voit des mécanismes qui sont assez intéressants, donc ça vaut vraiment le coup en première approche de savoir calculer le maximum générique d'une liste de cette façon-là. Très bien, donc on a terminé ce petit chapitre sur le polymorphisme. Donc retenez bien que vous avez trois types d'objets polymorphes, les valeurs, les types et les fonctions, et que vous avez différentes façons d'implanter le polymorphisme dans un langage. Et en Camel, vous avez l'une des façons les plus simples, à savoir le polymorphisme paramétrique, qui vous dit que les paramètres en fait peuvent se penser comme étant de n'importe quel type sans restriction. Voilà, donc le prime E pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être lui-même un arbre d'entier par exemple. Mais vous avez des restrictions dynamiques qui peuvent apparaître, qui vous interdisent par exemple de comparer, on avait fait l'exemple, des fonctions. Voilà, cette expression est bien typée, mais elle ne peut pas s'évaluer. Et ça contredit pas le polymorphisme paramétrique. C'est juste une impossibilité dynamique et structurelle. Impossible de comparer des fonctions. Très bien, et donc on arrive maintenant à la fin de ce gros chapitre de notions particulières à la programmation fonctionnelle, et on va parler de stratégie d'évaluation. Alors ça, c'est vraiment un point assez passionnant, parce que quand vous écrivez votre propre langage de programmation, ou quand vous apprenez un langage, il faut vous demander quelle est sa stratégie d'évaluation, parce que ça va orienter votre approche de la programmation dans le langage courant. Ça va vous donner des pistes pour penser les choses plus efficacement et pour avoir un meilleur contrôle de ce que vous faites. Très bien, donc on va introduire ça progressivement. La première chose, c'est qu'on va commencer par un exemple introductif que je vais vous expliquer maintenant et je vais vous laisser réfléchir dessus dans quelques instants. Alors ici, vous avez un programme en pseudocode, hein, donc ça se lit de la gauche vers la droite, hein, pour ne pas le mettre sur la même colonne. Donc ici, vous avez tout d'abord une fonction f qui prend une entrée et qui, comme son en-tête l'indique, est récursive. Alors si x égale à 0, on renvoie 0. Sinon, vous renvoyez x plus f de x moins 1. Bon, déjà, quand vous voyez ce morceau de code-là, on suppose qu'on a des entiers x qui sont des entiers mathématiques, c'est-à-dire qui ne bouclent pas, c'est-à-dire vous pouvez aller aussi loin que vous souhaitez dans les négatifs ou les positifs. On peut imaginer des entiers Python, par exemple, et pas des entiers du C qui vont boucler. Hein. Voilà. Donc là, vous avez x, et quand vous appelez f, en fait, avec une certaine valeur, comme moins 1, on peut s'apercevoir que vous allez avoir une récursion qui va être infinie, parce que vous obtiendrez jamais l'entrée égale à 0. Ça, c'est le premier point important. Par contre, si vous appelez la fonction f avec une valeur positive, vous allez bien tomber sur 0 et donc terminer. Hein. Ok. Donc le fin qui est là fait référence à la fin de la fonction f. Maintenant, on a la fonction g. Alors ici, vous avez donc deux entrées x et y. Si y est un nombre pair, on renvoie y. Sinon, y est impair et on renvoie x. Pourquoi pas? Et là, vous avez la fonction principale du programme, qui est ici. Et dans cette fonction principale, on souhaite calculer, donc, ou si vous voulez, on veut renvoyer la valeur portée par cette expression-là. G de f-1, 0. Ok. D'accord, c'est clair, c'est bien défini, tous les symboles sont définis, les types sont, ils ont l'air d'être respectés, hein, vous pouvez vérifier ça calmement.
tout est entier ou fonction, hein, qui travaille sur des entiers, donc ça va. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que cette fonction principale se termine ou est-ce que ça boucle indéfiniment? Donc je vous conseille maintenant de mettre la vidéo sur pause et d'y réfléchir. Réfléchissez-y 1 minute, pas plus, hein, pas la peine peut-être de perdre trop de temps là-dessus, mais faites l'effort de mettre sur pause et de réfléchir. Donc c'est à vous. Ok, donc j'espère que vous avez bien joué le jeu, que vous avez réfléchi à ça. Et la bonne réponse, en fait, bah, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il vous manque des éléments ici de réponse. C'est-à-dire que les deux solutions, le programme se termine, pardon, l'exécution du programme se termine ou l'exécution ne se termine pas, sont valables suivant comment on se positionne vis-à-vis de justement la stratégie d'évaluation des fonctions. Alors voici l'idée. Vous avez cette expression à évaluer, donc c'est cette expression-là. Vous êtes concentré là-dessus, je pense, et vous avez établi un raisonnement. On a deux possibilités au minimum. Si l'évaluation de l'appel AG demande tout d'abord de connaître les valeurs de ces deux arguments pour être calculés, alors vous avez une non-terminaison, parce que on peut imaginer que pour rentrer effectivement dans G, avant de rentrer dans G, si vous voulez, pour parler vraiment de manière concrète, avant de rentrer dans G, avant d'avoir cette permission-là, on doit potentiellement, selon une certaine stratégie qu'on va détailler plus tard, avoir des valeurs atomiques pour tous ces arguments-là. Vous voyez, là, vous avez des arguments f de moins 1. F de moins 1, ce n'est pas une valeur atomique, puisque c'est lui-même une expression complexe, une expression composée. Donc, il y a une stratégie d'évaluation qui consiste à tout d'abord simplifier au maximum les arguments. Donc, 0, lui, il est simple, ok, pas de problème. Donc, on va essayer d'évaluer f de moins 1. Donc, ok, moins 1, lui, c'est une valeur atomique, donc on peut appeler et rentrer dans f. On rentre dans f, et là, vous voyez, vous allez appeler moins 1 plus f de moins 2, et ainsi de suite. Vous allez donc appeler moins 3, moins 4, moins 5, et vous allez donc avoir une récursion infinie. Là, on est sur une machine théorique, donc il n'y a pas de stack overflow, il n'y a pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bouclage sur les entiers, donc là, on ne termine pas. On ne termine pas ici. Donc effectivement, dans cette première façon de faire, qui consiste à, pour évaluer une fonction, simplifier au maximum ses entrées, voilà, vous avez une non-terminaison. Par contre, une deuxième réponse possible, que certains d'entre vous ont peut-être, consiste à dire, bah, pour évaluer cet appel-là, bah, on va essayer directement de rentrer dans G et espérer de faire le mieux, le plus de choses possibles avant d'évaluer effectivement f de moins 1. C'est une autre stratégie qu'on va détailler plus tard. Donc effectivement, on peut imaginer rentrer directement dans G. Pourquoi dans G? Bah parce que c'est la fonction la plus à l'extérieur. Donc là, vous allez rentrer dans G et on s'intéresse à Y. Est-ce que Y est pair? Alors Y ici, bah, c'est 0, hein, on est tous d'accord. 0 est bien un nombre pair. Et on va donc renvoyer 0 ici. Bah, on renvoie totalement en fait 0. C'est-à-dire que là, on termine directement. On n'a même pas eu à évaluer X. On aurait eu à l'évaluer si on avait un Y qui était impair. Et là, ce n'est pas le cas. Donc en fait, vous voyez que pour évaluer cette expression, on n'a même pas besoin de connaître la valeur de f de moins 1. À cause de la définition particulière de G. Et donc là, l'exécution, elle se terminera. Donc c'est pour ça que si on vous pose uniquement ce problème-là, il n'y a pas de bonne réponse parce qu'on n'a pas expliqué la stratégie d'évaluation du programme. Voilà, donc ça veut dire que quand vous posez des questions du même type en C, en Python, etc., il peut y avoir ambiguïté. Hein, si la question est mal posée, comme c'est le cas ici, il peut y avoir ambiguïté. Donc c'est à vous de connaître la stratégie d'évaluation des langages que vous connaissez. Donc un petit travail à faire à la maison. Hein. Prenez les langages que vous connaissez, le C, le Python, le Java, et demandez-vous quelle est la stratégie d'évaluation. Alors là, on va vous expliquer les choses relativement au camel, mais ça se transpose dans la plupart des autres langages. Alors, première stratégie possible. La première stratégie est nommée l'appel par valeur. Dans cette stratégie-là, eh bien, quand vous avez un appel
de fonctions f avec des expressions a1 à n, qui sont ces arguments. Donc on parle d'application de f à a1 jusqu'à n. Donc l'application ici est une application complète, c'est-à-dire que là vous avez f qui a exactement n entrées, hein. C'est pas une application partielle. Rappelez-vous du chapitre sur la curification. Donc ici vous avez vraiment un calcul à faire, hein, où vous appliquez complètement f à toutes ces entrées. Eh bien, dans cette stratégie en appel par valeur, on demande de simplifier tout d'abord au maximum les expressions A1 jusqu'à AN, de sorte à avoir des valeurs atomiques, des valeurs scalaires, et ensuite on rentre dans F. Alors voici un exemple. Là, vous avez une fonction qui prend 3 entrées, qui s'appelle F, et qui renvoie la somme du premier et du troisième argument. Voilà, y, hein, il n'est pas considéré. Donc là, vous allez avoir une fonction qui va être polymorphe, parce que le type de y peut être absolument quelconque. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'évaluation dans la stratégie appel par valeur de cette expression complexe ici. Complexe parce que vous n'avez pas pour l'instant de valeur scalaire pour x, y et z. Donc avant de rentrer dans f, on va simplifier ces entrées. Vous voyez là, vous avez cette entrée-là à simplifier, cette entrée-ci, avec, pour juste illustrer un peu plus les choses, vous avez directement encore un appel à f ici, mais ça ne change rien, vous allez voir. Et là, on a 3 fois 4 ici qu'on pourra simplifier. Donc on réécrit notre expression, et là, avec cette flèche, je fais plusieurs simplifications en même temps, parce que là, c'est pas très compliqué pour aller un peu plus vite. Donc là, je simplifie 1 fois 1 ici. Je le remplace ici, vous voyez que je ne rentre pas du tout dans ce f. Hein. F, je le recopie pour l'instant tel quel. Donc 1 fois 1, il est remplacé par 1. Je vais remplacer maintenant le premier argument de f ici par sa valeur. Donc if 1 égale 1, c'est vrai, donc ça me fait 2, qui est ce 2-là. Là, j'ai 1 et 4 qu'on reproduit simplement ici. Et là, 3 fois 4 devient 12. Ok. Donc on a ça, maintenant on a un appel à f avec une valeur scalaire en premier, une valeur scalaire en dernier, mais au milieu on n'a pas de valeur scalaire, on a une expression composée, donc il va falloir l'évaluer avant de faire l'évaluation finale. Donc on fait f de 2, 1, 4, qui lui est évaluable parce que f ici est appliqué uniquement à des arguments qui sont des valeurs. Donc ici ça renvoie 2 plus 4, ça me fait 6. Et donc je remplace ce qu'il y a dans ces parenthèses par 6 et j'obtiens cette nouvelle expression. Et maintenant là, on peut bien rentrer vraiment dans le f qui est ici, parce qu'on a des valeurs pour ces 3 arguments, et donc ça renvoie bien 13. Donc vous voyez, l'ordre de calcul, il se fait vraiment comme ça. On aurait pu détailler, là vraiment j'ai mis des flèches, mais imaginez que vous avez plusieurs pas d'évaluation qui sont faits, ça aurait juste pris une diapo complète pour tout faire, donc on est allé un peu plus vite. Voilà, donc ici, maintenant qu'on a bien expliqué cette stratégie d'appel par valeur, on va retracer rapidement ses inconvénients tout d'abord. Donc, par définition, comme on a pu l'expliquer, quand vous appelez une fonction, il faut, dans l'appel par valeur, évaluer tous ces arguments au maximum pour obtenir des simplifications les plus avancées possibles. Et on a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que vous pouvez avoir des entrées, des arguments, qui finalement n'interviennent pas dans le calcul final de la fonction. Leur évaluation qu'on a réalisée pour satisfaire les prérequis de la stratégie a donc été inutile. Si vous regardez l'exemple précédent, c'est ce qui s'est passé pour le y ici. Le y, c'était tout ça en fait. C'était tout ça et on a pris la peine de l'évaluer, alors qu'en réalité, comme il n'y a pas d'occurrence de y dans le corps de la fonction, c'est complètement inutile finalement de faire cette évaluation-là. Donc là, on a une perte nette d'efficacité, parce qu'on fait du travail en plus. On veut s'assurer rigoureusement, scolairement, si vous voulez, que tous les arguments sont bien en valeur finale avant de rentrer dans la fonction, mais voilà, là ça montre que ça n'est pas forcément obligatoire. Deuxième inconvénient, qui est plus grave
que le premier, c'est que ça peut influencer négativement sur la terminaison de certains programmes. Ça veut dire qu'en appel par valeur, on peut avoir des programmes qui ne terminent pas. Exactement comme on l'a vu ici, en fait. En réalité, le premier exemple, dans la première interprétation de la question, ben en fait, on se situe en appel par valeur, et on a dit que pour évaluer ceci, on devait absolument évaluer f de moins 1. Et précisément, cette évaluation fait qu'on a une non-terminaison qui apparaît. Alors qu'on aurait très bien pu ne pas l'évaluer parce que le x qui est ici n'apparaît pas dans le calcul avec y égale à 0. Donc, on a ici une non-terminaison à cause de ce phénomène-là. Donc, ces deux désavantages sont à retenir, mais néanmoins, le camel utilise l'appel par valeur. Alors, il y a des raisons pour ça, hein. C'est pas totalement mauvais. On va voir que la deuxième stratégie qu'on peut mettre en œuvre possède aussi des inconvénients que l'appel par valeur, lui, n'a pas. Hein, donc c'est pas du tout une mauvaise chose hein, d'être en appel par valeur, c'est juste un choix qui est fait. Donc en parlant de cette deuxième stratégie, voici sa description. Cette stratégie s'appelle l'appel par nom. L'appel par nom, alors, ça consiste à faire les choses suivantes. Vous avez un appel de fonction f, donc complet encore une fois, f à n entrées, exactement n entrées, et vous avez un jeu d'arguments à 1 jusqu'à n, et vous allez donc appeler f avec votre jeu d'arguments. Et l'idée, c'est que pour évaluer cet appel de fonction, on va directement rentrer dans le corps de f en remplaçant les paramètres de f. Donc les paramètres, ce sont les identificateurs qui interviennent dans l'écriture de l'entête de f. On va les remplacer directement par les expressions à 1 jusqu'à n. Et après, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour avoir une valeur finale. On ne cherche pas à simplifier, pour l'instant, les calculs. On ne cherche pas à simplifier, pour l'instant, les expressions, les arguments. On rentre directement dans le corps de la fonction. Voici un exemple exactement le même que ce qu'on avait tout à l'heure, avec la fonction à 3 entrées, avec comme résultat la somme des premières et dernières valeurs. Donc ici, en appel par nom, vous allez directement, donc là je reprends toute l'expression, pour l'évaluer, vous allez directement rentrer dans f, donc vous allez directement rentrer dans ce f-là. Donc on obtient cette expression qui est, de manière impressionnante, beaucoup plus simple que dans l'appel précédent. Pourquoi est-ce qu'on obtient ça? Si je rentre dans f tout de suite, je vais garder la première expression, mon paramètre x ici est remplacé par la première expression, 1 fois 1, donc c'est ce x-là, plus, qui est celui-ci, dernière expression, qui est 3 fois 4, qui apparaît ici. Donc là, on rentre directement dans f, et vous voyez qu'on n'a même pas eu besoin de considérer l'expression substituée à y, paramètre y, puisqu'il n'y a même pas de y dans le corps de la fonction. Donc, gain ici substantiel. Et là, vous pouvez faire le calcul et vous obtenez 13. Hein. C'était le même résultat, évidemment, qu'on avait tout à l'heure. On parle ici de confluence, c'est-à-dire que vous avez deux façons d'évaluer une expression avec un ordre de simplification qui est différent, et vous obtenez le même résultat. Donc ça, c'est une propriété informatique très importante qui s'appelle la confluence, et qui est évidemment recherchée. Sans confluence, on ne pourrait pas dire grand-chose. Donc on a 13 ici comme résultat. Et on va retracer maintenant les inconvénients finalement de cette stratégie. Pour l'instant, ça saute pas aux yeux, on se demande, mais en fait, ça a l'air vraiment mieux que l'appel par valeur. En fait, non, vous allez voir. Le premier inconvénient, c'est qu'on a une duplication dans les calculs. En fait, finalement, c'est l'un des seuls inconvénients, mais il est assez majeur. L'appel par nom peut provoquer une duplication des calculs, on va voir lesquels. On a ici un autre exemple, donc f de x, y, donc deux entrées, et là vous avez dans le corps de la fonction x fois x plus y. Alors ok, x fois x, on aurait pu écrire les choses différemment peut-être, mais prenons ça comme un exemple théorique, vous allez voir pourquoi on est en train de dire ça à ce stade-là. Donc pour évaluer cette expression, f appelé avec 4 fois 3 et 2 fois 1, vous allez, par définition de l'appel par nom, eh bien, commencer par écrire l'expression totale, on rentre directement dans le corps de la fonction, donc on écrit 4 fois 3 pour x ici, fois
Eh bien, 4 fois 3 encore, hein, c'est l'expression que je recopie, hein, je ne l'ai pas encore évaluée. Donc 4 fois 3, plus 2 fois 1, plus 2 fois 1. Voilà, donc on a ceci. Et là, vous voyez que pour simplifier notre expression, on va faire exactement 2 fois le même calcul. Alors qu'en fait, en appel par valeur, on ne le faisait pas. Si je reprends en appel par valeur, juste pour être certain que l'on a tous bien compris, en appel par valeur, on obtiendrait ça. 4 fois 3, donc si vous regardez effectivement en bas à gauche, hein, vous avez ça, 2 fois 1. Ça donne f de 4 fois 3, 12, 2 fois 1, 2, parce que je dois simplifier avant les arguments, avant de rentrer dedans, et donc là, effectivement, j'obtiens 12 fois 12, plus 2, et là, je dois obtenir par la confluence 146. Et ici, le 4 x 3, vous l'avez bien calculé qu'une seule fois. Bon là, évidemment, il n'y a pas de gros écueil en termes d'efficacité, mais vous pouvez imaginer que le 4 x 3, c'est un appel à la fonction Ackermann avec certaines entrées, quelque chose de lourd à calculer. Hein. Donc là, vous devriez le faire 2 fois ici. Alors que là, à gauche, en appel par valeur, on ne le fait qu'une seule fois. Donc vous voyez, démonstration à l'appui, par l'exemple de ce qu'il est possible de faire, l'appel par nom n'est pas meilleur strictement que l'appel par valeur. Hein. Vous avez chacun un terrain de prédilection. L'appel par nom, il est un peu plus performant pour assurer la terminaison des calculs, un peu plus performant pour éviter de calculer des expressions qui n'apparaissent pas dans effectivement les besoins pour renvoyer la valeur finale à la fonction, mais il peut provoquer des duplications de calcul. Donc ça, c'est quand même un des avantages assez notables. Et en fait, il existe tout de même une dernière stratégie que je vais vous présenter maintenant qui prend le meilleur des deux mondes. Il est possible de s'assurer de la non-duplication des calculs de l'appel par valeur et de l'efficacité entre guillemets paresseuse de l'appel par nom. Ça s'appelle l'appel par nécessité. C'est une version que l'on qualifie de mémoisée, c'est-à-dire que l'on met en cache de l'appel par nom. En fait, simplement, l'idée elle est simple. Hein. Quand vous faites un appel de fonction avec certains arguments, vous pourriez très bien stocker, mettons que f de 1231, ça vous renvoie 140. Ben, vous pourriez stocker dans une table le fait qu'avec le jeu d'arguments 1231, vous avez 140. Là, mettons que vous avez une autre valeur, je ne sais pas moi, f de 10 moins 1, ça vous calcule 20 par exemple, bah vous pourriez stocker dans votre table également 10 moins 1, ça vous stocke la valeur 20 par exemple. Et ainsi de suite, donc vous maintenez une table de hachage des appels passés et du résultat qui a été calculé. Et de cette façon, quand vous réappelez la fonction dans le futur, au lieu de la réévaluer, vous allez directement faire une lecture dans votre table et donc avoir une réponse instantanée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mémorisation, la mise en cache des appels de fonction. Mémorisation des fonctions. Donc ça, c'est un procédé qui est pas si simple à implanter, mais qui est redoutable en termes d'efficacité. Donc en fait, la stratégie d'appel par nécessité, c'est une version mémorisée de l'appel par nom. Donc l'idée, c'est que vous allez, lors de l'application d'une fonction à des entrées, eh bien, on va évaluer chaque entrée uniquement si sa valeur est requise pour l'évaluation de l'appel de la fonction. Donc ça, c'est effectivement l'une des particularités de l'appel par nom qu'on vient de voir. Mais en plus, si l'évaluation d'un AI a déjà eu lieu dans le passé, donc par exemple, j'ai cet appel de fonction, j'ai de 10, et comme argument, j'ai 12, 31, eh bien, cette expression-là, elle a été mémorisée, et donc elle est directement remplacée par sa valeur 140, de manière efficace. Une lecture juste dans la mémoire cache. Donc, ça me permet aussi que si j'ai ma fonction avec, mettons là, je calcule pour la première fois f de 1, 3,
On va prendre l'exemple précédent en fait. Hein. Est-ce que j'ai un exemple ici? Voilà, dans l'exemple précédent ici, dans l'inconvénient qu'on avait mis par l'appel par nous, l'idée c'est que x, on peut mémoriser la multiplication, par exemple 4 fois 3, on peut supposer que ce soit que le résultat soit mis dans une table de hachage. Et bien là on calcule une première fois 4 fois 3, mais le résultat est stocké, donc quand on va le calculer, on va demander à le calculer une deuxième fois, vous allez avoir un résultat qui va être instantané. Et donc ça vous évite la duplication de calcul. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez malin et qui prend vraiment le meilleur des deux mondes dans les deux stratégies précédentes. Alors, juste un point essentiel, si vous vous souvenez de ce qu'on avait expliqué sur la transparence référentielle. La transparence référentielle, juste pour rappeler ça, la transparence référentielle, ça veut dire que toute expression peut être remplacée par sa valeur sans changer le comportement d'un programme. Donc on avait expliqué que ce qui pouvait contredire la transparence référentielle, c'était la mise en place d'effets de bord, tout ce qui était affichage également. Mais si on est en paradigme fonctionnel pur, vous pouvez remplacer dans une expression donnée, vous pouvez remplacer 1 par toute fonction qui renvoie 1. Mettons G de 14, 15, ça vous renvoie 1, bah vous avez exactement une équivalence entre ces deux programmes-là. C'est ça que ça vous explique. Si vous avez une fonction de génération aléatoire, par exemple, vous savez tous que quand vous l'appelez deux fois votre fonction de génération aléatoire, vous renvoie une valeur différente parce qu'en fait, de manière cachée, quand vous appelez un rand, ça provoque un effet de bord qui consiste à changer la graine courante pour que la prochaine valeur soit dans un état différent et avoir une valeur différente potentiellement. Bah, vous ne pourrez pas remplacer, si le random vous a donné 14 par exemple à un moment, vous ne pourrez pas remplacer toutes les occurrences de 14 par rand. Évidemment, vous aurez un comportement totalement différent. Donc les fonctions d'entrée et de sortie et de génération aléatoire violent le principe de transparence référentielle. Bon, ceci étant dit, ça c'est un petit rappel sur ce principe-là. Si le principe de transparence référentielle n'est pas respecté, bah, la notion de mise en cache s'effondre totalement parce que pour avoir le droit de mettre en cache et donc de mémoriser des fonctions, il faut impérativement que sur un jeu d'entrée donnée, vous ayez toujours la même sortie. La même sortie unique. Donc, si la sortie dépend d'un générateur aléatoire, dépend de l'action d'un utilisateur sur l'entrée standard ou d'un fichier, vous perdez le principe de transparence référentielle et donc vous ne pouvez pas du tout considérer l'appel par nécessité. Donc c'est la raison pour laquelle en Camel vous n'avez pas d'appel par nécessité, parce que je vous rappelle que le Camel c'est un langage multiparadigmique. Ça vous permet également de faire de la programmation objet, de la programmation impérative, vous avez des entrées et des sorties. Et donc pour cette raison-là, même si on décide de se restreindre au cœur fonctionnel du langage, l'appel par nécessité n'est pas implantable. Ce ne serait pas vraiment possible ou trop difficile à mettre en œuvre. Donc vous avez un langage comme le Haskell, qui est un langage fonctionnel extrêmement pur. En fait, vous n'avez pas d'effet de bord, vous n'avez pas de boucle possible du tout, pas d'affectation non plus. Nous, on les utilise pas en Camel, mais ce serait possible quand même de les avoir. Le langage Haskell est parfait pour la stratégie d'appel par nécessité. Donc dans une certaine vision, ce langage il est plus efficace dans certains cas que des langages standards, même comme le C, puisqu'on pourrait avoir une mémorisation qui apparaît et qui le rend finalement plus rapide dans certains cas de figure bien choisis. Voilà. Donc ça clôt cette petite partie sur les stratégies d'évaluation. On en a vu 3. Il est possible d'avoir des petites variantes, des petites différences à chaque fois, mais là vous avez les 3 principales. Alors j'avais prévu initialement de faire une 3e partie sur les listes et les opérations. Je pense qu'en fait cette vidéo est déjà suffisamment longue, donc on va s'arrêter là. Ça me paraît déjà suffisant. À suivre une vidéo bientôt dans les prochains jours sur le prochain TP, donc quelques explications générales, quelques mises en garde, quelques
recommandations. Et en attendant, eh bien, travaillez bien. Voilà, essayez de faire au mieux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.